Dans l'actualité du 13h15, Blaise Compaoré à l'Assemblée nationale française. Le président du Faso est allé partager sa médiation au Mali et son expérience de médiateur. Simon Gongo nous fera un point complet. Et puis, le président du Faso également, le ministère en charge de l'économie et des finances veut en finir avec les lourdeurs et les lenteurs dans les traitements des dossiers. Il a commandité une étude pour faire le point de la situation et assurer avec célérité et efficacité la gestion des dépenses publiques. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Cela dit, le président du Faso est à Paris, dans la capitale française. Blaise Compaoré a été auditionné par la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Le chef de l'État burkinabé est allé parler de sa médiation au Mali. Les négociations, les relations avec la Côte d'Ivoire sont aussi des sujets qui ont été abordés. La synthèse avec Salif Belem et Simon Gongo. C'est un médiateur dans la crise malienne que le président du Faso a été reçu ici à l'Assemblée nationale française. Les députés de la Commission des affaires étrangères veulent savoir l'évolution de la négociation. Blaise Compaoré leur a annoncé la signature le vendredi prochain d'un accord entre les groupes armés non terroristes et l'État malien pour la tenue des élections à Kidal. C'est après que les autorités élues vont engager des discussions pour connaître la cause réelle de la crise et apporter des solutions. Les parlementaires sont revenus sur la situation des réfugiés maliens au Burkina ainsi que la question des otages français dans la région. Là aussi, le président du Faso a assuré que tout est mis en œuvre pour le retour des immigrés. Pour ce qui est des otages, il a dit n'avoir aucune information sur leur position. Les élus français sont revenus sur l'état de la coopération ivoiro-burkinabé. Le président du Faso leur a parlé de la signature d'un traité d'amitié entre les deux pays et la tenue des conseils de ministres conjoints. Invité par le président français François Hollande, il s'est rendu à l'Élysée avec 7 de ses pairs pour un déjeuner avant la remise officielle du prix à l'UNESCO. Justement, aux côtés d'une dizaine de chefs d'État africains, le président du Faso a assisté à la remise du prix Houphouët-Boigny pour la paix, une distinction de l'UNESCO remise cette année au président français François Hollande. Il a été distingué pour avoir mené la guerre au Mali contre les islamistes. Hollande reçoit donc une médaille, un certificat et $150 000, soit environ 82 millions de francs CFA. Le compte-rendu de Simon Gongo et de Salif Belem. Une médaille pour avoir stoppé l'avancée islamiste en janvier 2013 au Nord Mali. Dans cette maison de l'UNESCO, Blaise Compaoré et 7 de ses pairs félicitent François Hollande car son opération Serval décrétée le 11 janvier dernier a sauvé le Mali et l'Afrique de l'emprise terroriste. Dans ces prix où le président français n'était pas candidat, le jury dirigé par l'ancien président portugais Mário Soares l'a désigné comme lauréat. Il a posé un acte indélébile pour la paix, a-t-il jugé. C'est le patrimoine mondial. C'est le symbole d'une sagesse islamique millénaire qui traverse le Sahel, une culture commune de l'Afrique de l'Ouest, de l'ancien empire du Ghana à l'empire toucouleur et au royaume Peul et Pampas qui se transmise jusqu'à nos jours pour le dialogue entre les cultures. Le Mali est la source d'une renaissance humaniste, nourrie de poésie arabe et africaine. De Alassane Dramane Ouattara, Henri Konan Bédié à Diokounda Traoré, en passant par le parrain Abdou Diouf, tous ont reconnu que l'acte d'Hollande traduit cette idée du président Félix Houphouët-Boigny. La paix n'est pas un mot, mais un comportement. Le lauréat, lui, salue la contribution de l'Afrique dans cette opération. La France avait décidé, mais elle ne serait pas venue au Mali si elle n'avait pas été appelée par le président légitime de ce pays. Elle ne serait pas venue non plus seule. C'est parce que les Maliens eux-mêmes, les Africains qui l'ont soutenue, voulaient faire cette reconquête de la souveraineté du Mali que nous sommes venus à leur dit à vos côtés. Ce n'est pas la France qui a libéré le Mali, ce sont les Africains qui eux-mêmes se sont libérés du terrorisme. Au-delà de la médaille, il reçoit un certificat et la somme de $150 000.
Mais les 150 000 $ perçus seront reversés aux associations. La moitié pour un réseau de femmes au Mali et l'autre moitié pour Solidarité Défense, une association qui s'occupe des blessés de guerre. Je vous le disais en titre au ministère de l'économie et des finances, on veut en finir avec les lourdeurs et les lenteurs dans les traitements des dossiers. Le ministère a commandité une étude pour faire le point de la situation et assurer avec célérité et efficacité la gestion des dépenses publiques. Le rapport de l'étude vient d'être présenté au Premier ministre. Le point avec Moumouni Soubega. La rationalisation du circuit de la dépense publique est l'une des grandes innovations du département de l'économie et des finances. 2 études ont été réalisées là-dessus et il est désormais question de réduire les lourdeurs administratives et d'améliorer la chaîne de dépenses publiques pour plus d'efficacité. Il faut qu'on puisse revoir, rationaliser, voir comment on peut responsabiliser chaque acteur dans un domaine précis de contrôle et qu'il soit pleinement responsable de ce contrôle-là, de sorte à ce qu'on puisse réduire les délais. Alors l'autre aspect, c'est la question des documents. Il y a beaucoup de documents qui circulent avec beaucoup de risques. Donc nous voulons essayer d'exploiter l'éthique pour voir comment on peut dématérialiser et faciliter en tout cas la circulation des documents. Dans un contexte marqué par la rareté des ressources, ces réformes permettront de renforcer la crédibilité de l'État et de réaliser plus d'économies. Et c'est en cela que le chef du gouvernement salue l'avènement de ces réformes. Le gouvernement attache un intérêt particulier aux initiatives visant le renforcement de l'amélioration continue des prestations de notre administration à l'endroit de ses partenaires et usagers. C'est sur cette dynamique que dans le secteur particulier des finances publiques, la mobilisation et la gestion des ressources publiques ont connu ces dernières années d'importantes innovations. C'est ainsi que l'organisation mise en place à travers l'approche unité de recouvrement a permis d'atteindre des niveaux de mobilisation des recettes internes très encourageants. Il nous faut, mesdames et messieurs, faire constamment preuve d'un esprit imaginatif pour dénouer les goulets d'étranglement sans remettre en cause les fondements du droit budgétaire. Les conclusions des 2 études feront l'objet d'amendements avant adoption. Déjà, le Premier ministre a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à examiner les propositions qui seront faites pour une meilleure gestion de la chaîne de dépenses publiques. Bagré-Pôle, bientôt sur les zones hertziennes. L'institution vient de signer une convention avec le Conseil supérieur de la communication pour ouvrir une radiodiffusion sur le site à Bagré. La nouvelle radio verra le jour en septembre prochain. Ces missions et programmes avec Estelle Judith Assogba. Le paysage médiatique burkinabé va bientôt s'agrandir avec l'ouverture très prochaine d'une radio à Bagré-Pôle. Cette signature de convention entre le Conseil supérieur de la communication et Bagré-Pôle matérialise les accords entre les 2 parties. Ce nouveau bébé est baptisé Radio Bagré-Pôle. C'est la 3e radio institutionnelle à voir le jour au Faso, après Radio Campus et celle de l'Assemblée nationale. Pour nous, chaque fois que nous signons une nouvelle convention, c'est l'élargissement de la grande famille des médias du Burkina Faso. C'est aussi une nouvelle contribution à l'approfondissement de la démocratie et c'est une contribution aux possibilités d'appui aux projets et aux programmes de développement du Burkina Faso. Pour le promoteur, le pôle de Bagré est un programme spécial qui a besoin de bien communiquer pour se faire connaître et avoir l'adhésion des populations au renforcement et au développement de ce projet. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas réussir dans la mise en œuvre du projet Pôle de croissance de Bagré si nous n'avons pas un instrument de masse de communication. De toute évidence, il ne saurait y avoir d'action de développement durable sans un véhicule durable en matière de communication. Nous devons mobiliser l'ensemble des bénéficiaires, l'ensemble des populations, l'ensemble des acteurs pour une meilleure adhésion au projet, pour une participation citoyenne dans la mise en œuvre de nos activités. Pour intéresser les populations aux actions de développement, une grille des programmes qui prend en compte leurs préoccupations sera dûment élaborée. Nous allons travailler à mieux présenter les activités du projet, à mieux impliquer l'ensemble des bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités. Mais vous savez, lorsque vous parlez à un producteur d'un calendrier agricole,
lorsque vous parlez de techniques de production, il faudrait qu'il puisse le comprendre dans sa langue, il faudrait qu'il ait la possibilité lui-même de participer, de dialoguer. Et ce sont ces actions-là, bien sûr, en prenant en compte d'autres volets sociaux, comme des actions de divertissement, des actions de culture. Radio Bagré Pôle a une puissance d'1 kW. Elle va émettre au 93.3 et couvre un rayon de 70 km. Le lancement officiel des programmes est prévu pour début septembre prochain. À l'Assemblée nationale, les députés s'informent sur la mise en œuvre des projets et programmes de développement au Burkina Faso. Ils ont pris 48 heures pour échanger avec les responsables des institutions constitutionnelles et financières et les chefs d'agence des Nations Unies sur leur rôle et missions respectives. Anna Lusikere. Le médiateur du Faso et la présidente du Conseil supérieur de la communication, lors de leur visite récente au président de l'Assemblée nationale, comme elles l'ont rappelé, avaient souhaité avoir des échanges directs avec les élus nationaux. Elles ont tout naturellement salué la tenue des journées d'échange et d'information des parlementaires qui leur ont permis de porter à leur connaissance les missions de leurs institutions. Nous avons enregistré un grand nombre de questions qui dénotent de l'intérêt des députés et leur curiosité vis-à-vis du Conseil supérieur de la communication et qui nous permettent aussi, en faisant quelquefois des critiques, de peut-être envisager toujours d'améliorer, notamment la régulation en période électorale. Le chef de délégation de l'Union européenne et les représentants de la Banque mondiale et du FMI, de la Banque ouest-africaine de développement et de la BAD, la Banque africaine de développement, ont fait part de leur domaine d'intervention et des conditions d'octroi de leurs prêts et financements. Dans une présentation unique, l'ensemble des chefs d'agence du système des Nations Unies ont fait une présentation qui ressort les contenus de leur programme. Il faut aussi s'assurer que les pauvres y trouvent leur compte. Le deuxième élément, c'est le développement du capital humain. Et le troisième élément de notre appui porte sur l'amélioration de la gouvernance dans toutes ses dimensions. Pour des élus qui siègent au Parlement il y a moins d'une année, ces journées d'information viennent à propos. Sans les parlementaires, les députés actuellement, qui autorisent le gouvernement à ratifier certaines conventions. Et avec les partenaires, nous avions compris qu'en tout cas, il était bon que l'Assemblée, quelquefois, puisse faire diligence pour permettre au gouvernement de ratifier rapidement afin qu'il n'y ait pas de problème de déblocage. Quand on veut, par exemple, contrôler l'action du gouvernement, l'action de tous ses partenaires, il est toujours bien de connaître comment ça fonctionne, de savoir réellement ce qu'ils font pour mieux agir. Et c'est pour bien agir que la plupart des députés ont proposé qu'on multiplie ces genres de rencontres. Ainsi permettra-t-on aux élus nationaux qui représentent l'ensemble des populations de suivre la mise en œuvre des différents plans et programmes de développement qui, somme toute, devraient concourir au bien-être des populations. Au MENA, le ministère en charge de l'éducation nationale, l'heure n'est pas de comprendre les projets et programmes, mais de les évaluer. Pour le MENA, c'est une rencontre annuelle qui vise à assurer une meilleure exécution de ces projets et programmes. Pélagie Sawadogo. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est à la quête d'une efficacité dans la gestion de ces projets et programmes. À cette assemblée sectorielle, il s'agira pour les acteurs de l'éducation de passer en revue les résultats de la mise en œuvre des projets et programmes de l'année 2012 et de produire un rapport de performance. L'assemblée sectorielle du MENA se tient justement aujourd'hui pour présenter les performances des différents projets, donner un peu les résultats qu'ils ont atteints, essayer de faire ressortir aussi les projets qui présentent des risques de non-atteinte des objectifs. Du plan décennal de développement de l'éducation de base PDEB au programme de développement stratégique de l'éducation de base PDCEB, l'ambition est d'assurer un suivi périodique de la mise en œuvre de ces projets et programmes afin de corriger les insuffisances constatées dans la gestion. Des recommandations seront formulées au cours de cette rencontre pour une meilleure exécution des projets dont l'objectif est d'atteindre l'éducation pour tous à l'horizon 2021.
À Toussiana, un village situé à une 50aine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, le ministère en charge de l'agriculture vient de procéder à une remise officielle d'intrants et d'équipements agricoles aux producteurs de la région des Hauts-Bassins. Environ 100 000 producteurs sont concernés par l'opération qui doit contribuer à une meilleure animation de la campagne agricole en cours. À Bobo-Dioulasso, on fait le point avec Karim Sissé. Cette cérémonie marque la remise officielle des intrants et des équipements agricoles aux producteurs. Elle s'inscrit dans le cadre des mesures de soutien et d'accompagnement que le gouvernement apporte au monde paysan. Des sacs d'engrais et de semences améliorés, du matériel de production comme ces charrues, ont été symboliquement attribués à ces producteurs des hauts-bassins. Une action qui leur permettra d'améliorer la production agricole. Je suis heureuse ce matin d'avoir reçu le céréal et puis l'engrais et puis aussi la charrue pour pouvoir travailler au champ. C'est pour vraiment saluer l'État burkinabé qui vraiment successivement durant 6 ans qui appuie les producteurs. Au titre de la campagne agricole 2013-2014, le gouvernement et ses partenaires veulent mettre à la disposition des producteurs et productrices des hauts-bassins plus de 1500 tonnes de semences, 3570 tonnes d'engrais et 4000 équipements agricoles. Il est également prévu 1080 animaux de trait pour l'ensemble de la région des hauts-bassins à des prix subventionnés par l'État. C'est un accompagnement constant de l'État qui a été, lancé depuis déjà quelques années. L'État fait beaucoup d'efforts. Il est extrêmement important de donner de la visibilité et de communiquer sur ce qui se fait. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et cette action va se poursuivre, n'est-ce pas, dans les autres régions. L'ensemble de ces mesures permettront de toucher plus de 100 000 bénéficiaires. Cette cérémonie a également permis d'expliquer le nouveau mécanisme de gestion et de distribution des intrants et équipements agricoles aux producteurs des hauts-bassins. Cette année, la région espère produire plus de 1 130 000 tonnes de céréales. En juillet 2010, les régions de l'Est et du centre-nord du Burkina ont connu des inondations. Les populations pauvres durement touchées par cette catastrophe étaient déjà exposées aux effets de vulnérabilité climatique avec son lot de sécheresse et de disette. Pour aider ces populations en détresse totale à sortir de cette situation, l'Union européenne a appuyé 4 ONG pour conduire chacun un programme de relèvement, mais aussi de renforcement de la résilience des populations. Le programme est arrivé à terme et à présent, c'est l'heure du bilan. Nyarkiteda. C'est l'heure du bilan du projet Répit, le projet relèvement des populations suite aux inondations de juillet-août 2010. Un projet mené par un quatuor d'ONG et financé par l'Union européenne. Objectif, assister constamment les 100 000 personnes des provinces du San-Mentenga et du Nam-Mentenga dans le centre-nord, ainsi que celles de la Nyanya dans l'est du Burkina et victimes des inondations. Le répit montre qu'on peut en fait travailler avec des ménages pauvres, très pauvres, et en fait les enrôler dans des activités qui sont des activités à la fois de production et de gestion des ressources naturelles. Nous avons un bilan très, je peux dire en tout cas satisfaisant, mais qui demande vraiment à renforcer. Voilà. Parce que le délai était vraiment court, donc pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Voilà. Pendant 2 ans, les populations ont pu bénéficier entre autres de semences améliorées, de bas-fonds aménagés, de petits ruminants, d'infrastructures, de renforcement des capacités et des politiques sectorielles de développement. Des montants de plus de 3 millions d'euros, soit environ 2 milliards de francs CFA, le répit a été d'un apport essentiel pour contenir la crise alimentaire de 2012 et la sécheresse de 2011 dans les zones d'intervention du projet. Le résultat montre bien qu'on a pu aider les populations sinistrées dans les centres nord et l'est. Et le constat sur le terrain est que c'était très bien passé. Il y a toujours quelque chose un peu amélioré, mais vu que pendant 3 ans, le résultat qui est là, que construction sans bois... Les initiatives dans le domaine agro-silvopastoral et la reconstruction des petites et moyennes infrastructures ont permis aux populations sinistrées de remettre à niveau les actifs productifs, de se procurer un revenu décent et surtout se reloger. Le FSINTER et le SNES font le point de leurs négociations avec le gouvernement burkinabé. Ils ont rencontré la presse pour l'informer de l'issue de ces négociations. Pour ces syndicats, le gouvernement s'est engagé à donner satisfaction à 3 points non résolus du protocole d'accord du 26 mai 2011. Les détails de tout cela avec Frédéric Etienne Bassenga. 5 mai, journée mondiale de l'environnement. Olivier Lompo, agent du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
est en pleine démonstration ici à Godebo, localité située à 15 km de Dori. Devant les réfugiés maliens installés dans cette localité, il met en exergue tous les atouts de cette technologie qui permet de cuire les aliments grâce à l'énergie solaire. C'est formidable, ça permet de se reposer. Plus besoin d'aller chercher du bois, plus de gaspillage. C'est vraiment avantageux. C'est justement l'objectif recherché par le HCR et ses partenaires à travers cette campagne de sensibilisation débutée il y a de cela 3 jours. Faire prendre conscience de la nécessité qu'il y a à préserver l'environnement en s'inspirant du thème de cette année, penser, manger, préserver. La journée d'aujourd'hui qui a pour thème penser, manger et préserver. Moi, je me base surtout sur le mot préserver, parce que nous devons préserver l'environnement. En ne préservant pas l'environnement, on se met à dos vraiment tous les problèmes d'existence, de subsistance. Parce que nous savons qu'au niveau du Sahel, nous avons très peu d'arbres. La célébration sur le site est assez symbolique, c'est très significative, parce que c'est des gens en difficulté. Mais ça peut dire que même tous les gens, tous les universitaires, quelle que soit leur position, quelle que soit là où ils sont, même quelles que soient les difficultés, ils doivent penser à la préservation de l'environnement. Cette campagne va se poursuivre jusqu'au mois d'août. 60 000 plants sont en production et devront servir à reboiser ce camp de réfugiés. En attendant, quelques plants ont été mis en terre de façon symbolique et dans quelques mois, chaque réfugié devrait avoir un arbre devant sa porte. Promesse du HCR. Vous l'aurez compris, Frédéric Etienne Bassenga à la journée mondiale de l'environnement célébrée dans le Sahel du Burkina. On retrouvera Frédéric Etienne Bassenga dans nos prochaines éditions pour nous faire le point des négociations du SNES et du SNENTER par rapport à leur plateforme. Des jeunes du Burkina créent le cercle de réflexion et d'action des jeunes leaders du Faso. Le cercle se veut une contribution au débat politique et à la cohésion sociale. Jacques Tarpaga. Le climat social et politique au Burkina Faso et dans le monde nécessite l'organisation des jeunes en pôle de réflexion. À la faveur des 48 heures du jeune leader du Faso, ces jeunes venus des différentes universités et écoles de formation du Burkina ont lancé le cercle de réflexion et d'action de jeunes leaders du Faso, CRAF. Nous avons donc pour ambition de réunir donc les jeunes volontaires, scolaires, universitaires, leaders d'associations pour qu'ensemble nous puissions mener les débats qualitatifs en vue d'apporter donc notre contribution au débat national. Les participants vont au cours de leurs travaux réfléchir sur le thème central médiation burkinabé, quel impact sur le développement économique et social. Le rayonnement national et international de notre pays est focalisé aujourd'hui donc sur les différentes médiations que notre pays mène sur le plan international et également aussi sur le plan interne. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu donc mener donc cette réflexion autour donc de ce thème central. Ces 48 heures du jeune leader, selon les organisateurs, vont susciter ou réveiller en chacun des participants un leadership synonyme d'un engagement citoyen. Voilà, c'est avec Jacques Lamissa Tarpaga que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.